Le héros se réveille avec une douleur vive qui lui transperce le corps, se retrouvant jeté négligemment dans une ruelle sombre et froide sous une pluie battante. Il commence à se demander, confus, où il est et comment il a réussi à survivre à l'énorme explosion qui était censée le réduire en lambeaux. Alors qu'il se lève péniblement, se sentant pris de violents vertiges comme si le monde tournait, des bribes de souvenirs douloureux commencent à refaire surface. Il se souvient de sa véritable identité, Jin Kwon, un ancien membre vétéran des forces spéciales. Il se remémore avec amertume les événements de sa dernière mission où lui et ses fidèles camarades sont tombés dans une embuscade perfide et bien préparée. Ils ont été trahis par leur propre organisation, qui les a impitoyablement utilisés comme coordonnées en direct pour diriger une explosion massive et précise, l'explosion dévastatrice qui a coûté sa vie et celle de ses compagnons. Alors qu'il se noie dans un océan de souvenirs douloureux, la douleur qui ravage chaque cellule de son corps s'intensifie. Il décide avec difficulté de chercher un endroit pour s'abriter de la pluie incessante et de la douleur croissante qui le fait presque perdre conscience. Il trébuche dans l'averse jusqu'à ce qu'il aperçoive une faible lumière chaude émanant d'un bâtiment voisin. Réalisant que quelqu'un vit à l'intérieur, il s'y dirige avec un faible espoir d'obtenir de l'aide. En entrant prudemment, il appelle à voix basse quiconque se trouve à l'intérieur, pour se retrouver face à une scène horrible. Un homme corpulent hurlait de douleur insupportable avant que sa tête n'explose soudainement, et il tombe au sol, un cadavre sans vie dans une mare de sang. À ce moment-là, Jin Kwon entend soudain une voix désespérée crier « Frère !» venant d'une ouverture d'égout proche. Il se tourne rapidement pour trouver un étrange morceau de métal taché de sang à côté du cadavre et le ramasse rapidement pour l'examiner de près. À ce moment, deux personnages mystérieux apparaissent comme sortis de nulle part, portant de longues robes noires et des masques effrayants en forme de crâne. Ils décrivent l'arrivée soudaine de Jin Kwon comme l'apparition d'un rat méprisable venu voler à un moment inopportun. Les deux décident de l'éliminer immédiatement parce qu'il a vu ce qu'il n'aurait pas dû voir, et ils expriment également clairement leur fort désir d'obtenir cette chose en sa possession. Ils l'attaquent sans hésitation, ce qui amène Jin Kwon à se demander avec ressentiment et amertume si la faucheuse est revenue le chercher. Juste après avoir miraculeusement survécu à la mort, l'un des attaquants remarque que le cadavre commence à briller étrangement et est sur le point d'exploser. En effet, une explosion massive se produit dans la maison. Grâce à son entraînement passé, Jin Kwon parvient à échapper à leur attaque et à l'explosion, s'échappant au dernier moment. Il se réfugie dans l'ouverture d'égout d'où il a entendu la voix et utilise la pièce métallique comme ultime monnaie d'échange. Il menace la personne en dessous de jeter la boîte et de faire de la mort de son frère un sacrifice dénué de sens s'il ne l'aide pas à s'échapper. Une tige métallique lui est tendue depuis le trou d'homme qui s'ouvre lentement, et il réussit à descendre, remerciant son aidant haletant. Dès qu'il est en bas, il est surpris par une petite fille aux cheveux bleus distinctifs pointant une grosse arme directement sur sa tête. Elle l'interroge vivement sur son identité, à quelle faction il appartient, et pourquoi il a empêché son frère de terminer sa mission. Jin Kwon répond calmement qu'il ne veut pas d'ennui et qu'il cherchait juste un abri contre la pluie mortelle. La fille exige qu'il lui remette l'objet qu'il a, alors il lui dit qu'il est dans son manteau et lui donne la pièce métallique qu'il a trouvée. La fille prend la pièce métallique et la regarde avec une profonde tristesse, murmurant le nom de son frère, Lin, et se demandant pourquoi il a agi si follement, risquant sa vie pour un simple emblème. Elle s'effondre au sol, pleurant, et se demande comment elle pourra continuer sans lui dans ce monde cruel et impitoyable où les forces attaquent sans pitié aux faibles. Jin Kwon la regarde et pense en lui-même avec regret que même après être né dans un monde différent, il voit toujours le même regard de désespoir meurtrier dans les yeux des gens. C'est le même regard qu'il avait vu à plusieurs reprises dans sa vie passée sur les visages des réfugiés qui avaient tout perdu pendant la guerre brutale et des femmes qui avaient perdu leurs proches et étaient restées seules. Jin Kwon continue de penser que les femmes qui portaient ce regard désespéré n'ont jamais ressenti de joie en étant secourues parce qu'elles avaient perdu leur patrie et leur foyer et n'avaient plus personne sur qui compter dans ce monde désolé. Même si elles ont miraculeusement survécu, elles sont souvent tombées entre les mains d'autres personnes pour continuer à souffrir d'une manière différente. Jin Kwon se tourne vers la fille qui pleure et s'agenouille tranquillement pour la réconforter. Il lui demande de ne pas avoir peur et de le considérer comme un mercenaire engagé par son frère pour la protéger, lui assurant qu'il la protégera comme son frère l'aurait fait s'il était vivant. La fille le surprend avec sa réponse froide, lui disant qu'il est peut-être une bonne personne, mais qu'il ne vivra pas longtemps de toute façon. Quand il lui demande pourquoi, elle explique qu'il a été exposé à trop de pluie noire toxique à l'extérieur. Elle ajoute que cet endroit est la ville des morts, et que la pluie noire n'est pas comme la pluie acide normale. Elle se transforme en un acide brûlant puissant après avoir séché sur la peau. Elle explique que le sort de quiconque est complètement trempé par cette pluie est une mort lente et douloureuse inévitablement. C'est alors que Jin Kwon comprend la raison de la faiblesse croissante qui consume son corps. Malgré sa détérioration, il lui demande d'où elle vient, qui elle est et quelle est l'identité des hommes masqués qui l'ont attaquée. Elle répond qu'elle vient de la 3e ville des morts et que c'était le district inférieur. Quant aux hommes, ce sont les forces de l'ordre dans ce domaine et sont des détenteurs de classes dangereux du type magie. Jin Kwon est déconcerté par ces termes étranges comme magicien et détenteur de classe et lui demande quelle est l'année en cours et le nom du pays dans lequel il se trouve. Elle lui dit que l'année est janvier selon le calendrier Starscar, et qu'ils sont dans l'Empire de l'Aigle Volant.
Un léger sourire apparaît sur le visage de Jin Kuan lorsqu'il réalise qu'il n'a jamais entendu parler de ces noms auparavant, concluant qu'il a été transporté d'une manière ou d'une autre dans un monde complètement différent. Il lui demande alors comment on devient détenteur de classe puisqu'elle les craint tant. Elle explique que cela ne nécessite pas d'examen ou de test. Il suffit d'obtenir un emblème pour que quiconque puisse éveiller une classe de combat, de soutien ou spécial en lui. Ici, elle le relie à sa tragédie, disant que son frère était allé voler cet emblème même pour elle, et maintenant il ne reviendra jamais. Elle se blâme profondément de l'avoir laissé partir pour cette mission suicide. Lorsque Jin Kuan lui demande si elle a d'autres parents, elle répond avec une profonde tristesse que son frère était sa seule famille dans ce monde. Elle ajoute que si elle ne peut pas devenir titulaire de classe avec cet emblème, elle ne pourra sûrement pas survivre seule. Jin Kuan soupire, commentant qu'ils sont tous les deux des âmes malheureuses qui sont bloquées. Soudain, ils entendent les bruits des forces de l'ordre qui approchent d'en haut, coupant court à leur conversation. La fille panique et décide qu'elle doit éveiller son pouvoir immédiatement, ou ils mourront tous les deux sûrement. Elle essaie d'utiliser l'emblème en le plaçant à nouveau sur son front, mais il la rejette violemment, la repoussant avec une force magique. Jin Kuan lui demande ce qui se passe, et elle explique qu'il n'y a que deux possibilités pour le rejet d'un emblème, soit un rejet physique, soit elle n'a tout simplement pas le talent inné pour devenir titulaire de classe. La fille ressent un désespoir absolu et se dit inutile parce que la chose pour laquelle son frère a sacrifié sa vie est devenue sans valeur entre ses mains. À ce moment, les forces de l'ordre sautent dans l'égout. L'un d'eux demande moqueusement pourquoi le petit rat a cessé de courir, tandis que l'autre ordonne de les tuer tous les deux et de récupérer l'emblème volé. La fille saisit l'emblème et se précipite vers Jinkan. Au moment où les forces de l'ordre attaquent, la fille prend une décision désespérée. Elle utilise l'emblème qu'il a rejeté, le ramasse et le place de force sur le front de Jinkan. Un message système mystérieux apparaît devant lui annonçant le succès de son changement de classe tandis qu'une longue épée noire se matérialise dans sa main à partir de rien. Un panneau de données apparaît, révélant sa nouvelle classe, épéiste démon au niveau 0 et son nom en tant que Jin Kuan V. Il découvre qu'il possède maintenant des compétences exclusives comme la maîtrise de l'épée démoniaque, la perspicacité sombre, qui lui permet de détecter les intentions malveillantes, et la constitution démoniaque, lui accordant une vitalité élevée. Plus important encore, un talent d'âme véritable de rang SSS rare appelé statut du dieu de la flamme du royaume des morts. Jin Kuan ouvre les yeux, qui brillent maintenant de confiance et de puissance, et s'émerveille de l'existence de ce panneau de données et se demande si ce sont les règles de ce nouveau monde étrange. La fille le regarde avec étonnement et joie, lui disant que l'emblème était parfaitement adapté à lui et qu'il est maintenant devenu l'un des titulaires de classe. Le chef des forces de l'ordre crie de rage, menaçant Jin Kuan de mort pour avoir osé utiliser l'emblème sans leur permission, puis lance une attaque féroce contre lui. Jin Kuan part facilement l'attaque avec sa nouvelle épée, protégeant la fille derrière lui, ce qui choque l'attaquant pour son incapacité à percer sa simple défense. Jin Kuan passe à l'offensive, se précipitant rapidement vers les attaquants et libérant une énergie sombre dense de son épée, criant à ses adversaires de tous mourir. Les forces de l'ordre se rendent compte qu'il a pleinement absorbé le pouvoir de l'emblème et essaient de le bloquer de toute leur force, mais il leur dit qu'il surestime leur force. Son attaque perce leur défense, leur causant une douleur intense. La fille regarde la scène avec une incrédulité totale, se demandant comment quelqu'un peut devenir si puissant immédiatement après avoir absorbé un emblème. Jin Kuan lui-même remarque que le pouvoir de l'emblème est incroyable. Son corps, qui avait été corrodé par la pluie noire, s'est complètement rétabli, et il ressent une force qu'il n'a jamais connue auparavant. Les forces de l'ordre vaincus regrettent leur défaite face à un novice qui vient de se réveiller, et ils s'inquiètent de revenir et de donner leur rapport honteux. Jin Kuan les regarde froidement et leur demande s'ils pensent vraiment qu'ils reviendront vivants. Puis, il déclare qu'aucun d'eux ne quittera cet endroit et se jette sur eux, mettant fin à leur vie avec des attaques rapides et mortelles. La bataille se termine par la défaite totale des forces de l'ordre. La fille l'avertit que le fait de tuer les forces de l'ordre mènera inévitablement à leur découverte et insiste pour qu'ils quittent les lieux rapidement avant l'arrivée des renforts. Jin Kuan lève les yeux vers la sortie élevée du plafond d'égout et se demande comment y grimper, mais la fille lui dit qu'elle se cache ici depuis un certain temps et qu'elle connaît un autre chemin, lui demandant de la suivre. Elle place un petit dispositif explosif sur le mur, créant une petite explosion qui forme un chemin ascendant et un nouveau passage, ce qui surprend Jin Kuan par son habileté. La fille le conduit ensuite à un escalier caché qu'ils peuvent utiliser pour sortir à la surface. Après environ 1 heure, ils arrivent dans une rue sombre et calme où elle montre sa modeste maison et l'invite à entrer. Elle s'excuse pour le léger désordre, mais lui assure que l'endroit est sûr et habitable. Elle lui offre un siège pendant qu'elle fait un peu de rangement rapide, et Jin Kuan remarque qu'il n'est sûrement pas facile pour elle de gérer cet endroit seul dans ce monde difficile. La fille répond avec une tristesse évidente aux commentaires de Jin Kuan, expliquant que 2 personnes géraient cet endroit ensemble, mais maintenant elle le gère seule après le départ de son frère. Jin Kuan s'excuse de lui avoir involontairement rappelé son frère, mais la fille lui dit que ce n'est pas grave et qu'elle y est habituée. Soudain, la porte est ouverte de force et un homme âgé avec une cicatrice effrayante sur le visage entre accompagné de 2 grands gardes.
Il demande avec colère à la fille pourquoi elle était en retard pour ouvrir la boutique aujourd'hui. La fille le reconnaît immédiatement et tremble de peur. C'est l'un des chefs de guerre locaux. Le chef de guerre demande effrontément à la fille si son frère lui avait parlé de l'accord qu'il avait conclu avec lui avant de mourir. Quand elle lui demande de quel accord il parle, il sourit moqueusement, réalisant qu'elle ne sait rien et ordonne à ses hommes de l'emmener de force. Les deux gardes attrapent la fille alors qu'elle crie et leur dit de la laisser tranquille. Jin Kuan intervient calmement et leur ordonne d'arrêter immédiatement, ce qui met le chef de guerre en rage qui lui demande qui il est et comment il ose s'immiscer dans ses affaires privées. Jin Kuan défie le chef de guerre, lui demandant de quel droit il a de prendre la fille de cette manière. Le chef de guerre répond avec arrogance que son droit découle du fait qu'il est le chef de guerre qui contrôle cette zone. Après cela, l'attitude de Jin Kuan change étonnamment. Il mentionne que sa perspicacité en tant que détenteur de classe lui permet de sentir le bien et le mal et qu'il sent que le chef de guerre est une bonne personne malgré son apparence dure. Le chef de guerre demande à Jin Kuan, surpris, si l'un avait laissé des mots spéciaux à lui transmettre. Puis il a ajouté d'un ton plein de suspicion que le terme bonne personne est presque étranger à cette ville des morts. Jin Kuan change son approche de la confrontation à la négociation, demandant au chef de guerre quel prix il doit payer pour récupérer la fille et assurer sa sécurité. Le chef de guerre semble intéressé par cette offre et mentionne que l'un et croyait que Jin Kuan pourrait revenir vivant de la fosse numéro 1. Lorsque Jin Kuan s'enquiert de cet endroit mystérieux, le chef de guerre explique qu'il s'agit d'une mine dangereuse remplie de vers dévoreurs de sable. Il lui offre un accord à haut risque. Si Jin Kuan peut y entrer, rapporter ce qu'il veut et revenir vivant, il lui rendra la fille. Mais avant cela, le chef de guerre décide de tester Jin Kuan pour voir s'il est effectivement qualifié pour conclure un accord avec lui, et il se précipite vers lui pour lui donner un coup de poing puissant. La fille crie, avertissant Jin Kuan de ne pas l'affronter directement, révélant que le chef de guerre, Wang Ming, est un puissant détenteur de classe de niveau 2. Jin Kuan parvient à bloquer l'attaque en utilisant un bâton qu'il a trouvé devant lui au milieu d'une aura bleue brillante. Le chef de guerre est choqué et reconnaît le rare talent d'âme véritable de Jin Kuan, se demandant s'il vient de la ville haute. L'un des gardes s'exclame avec incrédulité que l'attaque puissante de son maître a en fait été bloquée si facilement. Jin Kuan demande calmement s'il est maintenant qualifié pour conclure l'accord. Le chef de guerre rit et l'appelle un novice qui n'a même pas atteint le premier niveau, mais il accepte l'accord. Le chef de guerre énonce clairement ses conditions. Jin Kuan doit aller à la fosse numéro 1 où réside une mère araignée haineuse. 3 heures après sa mort, la fleur de sérénité de la haine éclora. Il doit apporter cette fleur rare à la garnison des Champs-Élysées dans le quartier inférieur pour l'échanger contre la fille. Jin Kuan accepte l'accord sans hésitation. Après cela, le chef de guerre fait une annonce publique pour que tous l'entendent. Le lendemain matin à 8 heures, tous les hommes âgés de 16 ans et plus dans la 3e ville des morts doivent se diriger vers la fosse numéro 1. Pour souligner son sérieux, il écrase une grenouille innocente sous son pied, déclarant que quiconque est en retard au rendez-vous mourra. Après leur départ, Jin Kuan contemple la situation complexe. Il suppose que le frère de la fille savait qu'il mourrait dans la fosse, alors il a volé l'emblème pour assurer l'avenir de sa sœur. Mais il se demande maintenant si tout cela était un piège élaboré tendu pour lui par le chef de guerre depuis le tout début. Après avoir été laissé seul dans la pièce, Jin Kuan réalise que la situation est critique et dangereuse et décide qu'il doit d'abord se familiariser avec ses nouvelles capacités avant toute chose. Il se concentre sur son premier talent, statue du dieu de la flamme du néant. Pendant sa méditation, il invoque une entité massive et majestueuse ressemblant à un démon blindé entouré de mystérieuses flammes bleues se tenant derrière lui comme une ombre gardienne. Après cela, il passe à son deuxième talent, mais il remarque que les informations qui s'y rapportent dans le panneau de données sont complètement brouillées et peu claires. Cependant, il estime que son pouvoir latent ne doit pas du tout être sous-estimé, et il teste ce pouvoir mystérieux en coupant une roche à proximité en deux d'un seul coup. Jin Kuan jette un coup d'œil à son nouveau corps, remarquant qu'il n'est pas son corps d'origine. Malgré la grande similitude, un soldat chevronné de sa vie passée n'aurait pas une peau aussi lisse et souple. Il remarque également une différence dans son nom. Auparavant, son nom était Jin Kuan, mais le panneau de données indique que V est son nom de famille et Jin Kuan est son nom personnel. Jin Kuan décide de mettre ces mystères de côté pour le moment, réalisant que la tâche la plus urgente est de sortir et de recueillir plus d'informations sur ce monde étrange et dangereux. Une demi-heure plus tard, il se retrouve dans un bar bondé qui offre des boissons gratuites à tout le monde. Le barman explique que la raison de cette soudaine générosité est qu'ils se dirigent tous vers la fosse numéro 1 au petit matin. Jin Kuan demande plus de détails sur cette fosse inquiétante, et l'homme répond sarcastiquement qu'ils n'ont pas le droit de creuser. C'est une tâche réservée aux résidents du quartier inférieur seulement. Il explique que la fosse est pleine d'insectes sauvages appelés vers dévoreurs de sable. Ces vers creusent leur nid après s'être rassasiés de chair et de sang, et ce processus de creusement facilite plus tard l'opération minière. Jin Kuan conclut avec horreur qu'ils seront utilisés comme nourriture vivante pour les vers, ce que l'homme confirme amèrement, puis lève son verre, souhaitant bonne chance à lui-même et aux autres qui subiront le même sort. Ailleurs, un fonctionnaire nommé Lion Ju rencontre ses subordonnés, frappant la table dans un accès de rage et les traitant d'ordures inutiles.
Il exige de connaître le sort de l'emblème précieux qu'il voulait si désespérément. L'un de ces hommes rapporte que le voleur a disparu sans laisser de traces et que son partenaire, l'un s'est échappé par les égouts et a fait exploser le tunnel derrière lui pour empêcher la poursuite. Lionju leur ordonne de trouver l'emblème immédiatement. Lorsque son assistant souligne la difficulté de la tâche et la possibilité que l'emblème ait déjà été utilisé par quelqu'un d'autre, Lionju rétorque avec colère que ces créatures sales des quartiers inférieurs ne méritent pas de posséder un emblème d'une telle valeur et qu'il les tuera un par un si nécessaire. Un autre subordonné est d'accord avec enthousiasme avec Lionju. Mais le premier fonctionnaire s'y oppose, expliquant que les résidents des villes des morts 1 à 5 doivent entrer dans la fosse numéro 1 le matin pour livrer suffisamment de minerais de sang cramoisi, sinon ils seront sévèrement punis par le noyau d'aigle. Lionju accepte à contre-cœur et ordonne que tout le monde soit fouillé minutieusement avant de se diriger vers la mine car il soupçonne que le voleur pourrait se cacher parmi eux. Le jour suivant, les hommes sont rassemblés dans un train exigu se dirigeant vers la mine. Au milieu des cris et des instructions sévères des gardes, Jin Kuan se déplace silencieusement avec le reste des gens dans le train, tandis que Lionju supervise l'opération depuis un endroit élevé et ordonne que la fouille méticuleuse et approfondie commence. L'un des fonctionnaires utilise un dispositif hexagonal brillant appelé Scavenger B2, expliquant qu'il est capable de détecter toute énergie spirituelle et qu'il sonnera certainement l'alarme s'il trouve un emblème caché. Lionju, le fonctionnaire en charge de l'opération, ordonne que l'inspection commence sans aucune lenteur ni délai. Ces hommes commencent la fouille méticuleuse parmi la foule tandis que les gardes poussent les gens avec force et violence dans les wagons surpeuplés. Au milieu de la foule, les voix des gens autour de lui s'élèvent, se plaignant de l'entassement sévère qui les écrase presque. Et au milieu de ce chaos, Jin Kuan ressent une présence accablante de haine et de méchanceté autour de lui. La foule continue jusqu'à ce que certains soient presque étouffés et perdent conscience, et 2 personnes se sont déjà évanouies dans le train à cause de la suffocation. Quelqu'un crie que la voiture est complètement pleine et que 2 personnes ont déjà été écrasées à mort. Soudain, les gardes prennent d'assaut l'endroit, et l'un d'eux tire un coup de semonce en l'air, ordonnant à tout le monde d'arrêter de bouger immédiatement. Jin Kuan lève calmement les mains, observant la situation. Lionju s'avance et annonce qu'en tant que jeune maître, il a perdu un précieux trésor dans le district inférieur hier, et il espère que celui qui l'a pris le remettra volontairement. En entendant cela, Jin Kuan se rend compte que le trésor perdu pourrait être l'emblème même en sa possession, et il est étonné par cette étrange et inattendue coïncidence. Lionju sourit moqueusement, annonçant que tant que personne ne confessera le vol, il cherchera lui-même le trésor. Un de ses assistants commence à activer l'appareil hexagonal, qui colle au plafond et commence à bouger, et Lionju ajoute une dernière menace que s'il trouve lui-même le voleur, son sort sera une mort certaine sans aucun procès. L'appareil passe au-dessus de Jin Kuan sans rien détecter, ce qui le déconcerte. L'appareil continue de scanner la foule, à la recherche de toute énergie spirituelle, mais il s'arrête bientôt au-dessus d'un autre homme portant une cape et émet une alarme aiguë, annonçant la présence d'énergie spirituelle. Lion Yko crie, fou de joie d'avoir enfin trouvé le voleur. L'homme panique, se demandant ce qui se passe et pourquoi l'appareil s'est arrêté au-dessus de lui. L'appareil hexagonal en forme d'araignée lance son attaque vers l'homme encapuchonné et le frappe à l'épaule. L'homme essaie de fuir désespérément, mais Lionju l'avertit qu'il n'ira nulle part à moins qu'il ne remette l'objet. Lionju l'attrape violemment par ses vêtements, et l'homme le supplie de ne pas le tuer, lui offrant un cristal violet et jurant que c'est tout ce qu'il a. Lionju prend le cristal et se rend compte avec dégoût que ce n'est qu'un cristal maudit sans valeur. Il le jette avec colère, se demandant qui voudrait ces déchets, et ordonne que le scan continue. Son assistant l'informe qu'il n'y a pas de nouvelles indications d'énergie spirituelle. Lionju leur ordonne de passer à la voiture suivante pour continuer l'inspection. Après 5 longues et pénibles heures, le train arrive enfin à sa destination finale à l'intérieur de la mine sombre. À l'intérieur du train, Jin Kuan s'interroge sur leur destination après que le voyage ait continué pendant très longtemps dans le noir. Un autre homme assis près de lui explique qu'ils sont sur le point d'entrer dans le puits numéro 1, pointant vers la faible lumière rouge devant comme preuve et ajoute que les gardes ont déjà quitté le train, les laissant à leur sort. L'homme explique que le train se dirige directement au cœur de la mine où le nombre et la force des monstres augmentent à mesure qu'ils s'enfoncent lorsque le train atteint sa destination finale et s'arrête. Jin Kuan décide qu'il ne peut pas rester ici et attendre la mort, alors il saute de la voiture d'un mouvement rapide. Il atterrit dans une vaste et étrange grotte remplie de cristaux rouges brillants et se rend compte qu'il ne connaît absolument pas cet endroit et qu'il a besoin d'un guide pour le conduire. Soudain, il sent un mouvement à proximité dans l'obscurité, alors il dégaine rapidement son épée et par une attaque surprise qui est sortie de nulle part. Il défie ensuite l'attaquant caché, lui ordonnant d'arrêter de se cacher comme un lâche et de sortir pour se battre. Un homme aux cheveux blancs et aux lunettes apparaît et se précipite vers Jin Kuan, lui criant de se rendre à la mort. Jin Kuan part facilement l'attaque, commentant froidement que son adversaire a choisi la manière difficile de résoudre ce conflit. Il le maîtrise rapidement, le claquant violemment au sol, puis lève son épée pour porter le coup de grâce. L'homme le supplie de ne pas le tuer, affirmant qu'il a été forcé de le faire par la faim. Jin Kuan place la lame froide de son épée sur son cou et exige qu'il révèle son nom et la raison de cette embuscade.
L'homme nommé Qin Shao avoue qu'il mourait de faim après avoir passé 10 jours dans ce puits, et qu'il avait l'intention de tuer et de manger Jin Quan pour survivre. Jin Quan lui demande comment il a obtenu son statut de détenteur de classe. Qin Shao répond qu'il y a une rare chance d'obtenir un emblème en tuant des monstres, mais le moyen le plus facile est de les obtenir auprès des riches seigneurs et dames qui viennent de la ville haute pour se divertir car ils ne se soucient généralement pas de ces choses. Il ajoute que servir ces riches individus est semé d'embûches car ils pourraient les utiliser comme appât pour attirer des monstres pour s'amuser, et la survie dépend entièrement de la chance de rencontrer une personne au cœur bon. Jin Quan lui demande s'il existe un guide stratégique pour la survie dans le puits. Qin Shao le nie, expliquant que la seule façon est de se cacher dans une grotte pendant 15 jours jusqu'à l'arrivée des mineurs ou des riches, mais ceux qui ne peuvent pas combattre les insectes mourront inévitablement de faim. Lorsque Jin Quan s'enquiert de la façon d'élever son niveau, Qin Shao explique que cela se fait en tuant des insectes, mais le vrai problème est que les insectes les plus faibles de ce puits commencent au niveau 11. Qin Shao décrit leur situation avec désespoir, disant qu'ils ne sont que de l'engrais pour ce puits jeté pour mourir. Soudain, Jin Quan crie un avertissement d'une attaque imminente et pousse Qin Qiao hors de danger alors qu'un énorme moustique connu sous le nom de moustique sanguin cramoisi de niveau 9 apparaît. Qin Qiao panique à la vue de ce type de monstre, tandis que Jin Quan remarque que la densité d'insectes dans cet endroit semble inhabituellement élevée. Qin Qiao hurle qu'ils doivent fuir immédiatement ou leur sort sera une mort certaine, mais Jin Quan affronte calmement et avec confiance le moustique, puis le tue d'un seul coup d'épée rapide, pensant que le niveau du monstre est peut-être élevé, mais son talent n'est pas ordinaire non plus. Qin Shao regarde avec une incrédulité totale, incapable de croire que Jin Quan a éliminé le moustique sanguin cramoisi si facilement d'un seul coup. Il se prosterne immédiatement devant lui, suppliant Jin Quan de l'accepter comme son disciple, s'engageant à le servir avec une loyauté et un dévouement absolu. Mais Jin Quan le refuse froidement, le décrivant comme un lourd fardeau qu'il ne veut pas emporter avec lui dans cet endroit dangereux. Soudain, Jin Quan ressent une forte perturbation dans l'énergie autour de lui, et un énorme monstre blindé émerge du sol, un cristal ou un insecte de niveau 15. Jin Quan reconnaît immédiatement le danger de la situation et saute rapidement sur le dos de l'insecte pour échapper à son attaque dévastatrice. Alors que Qin Shao hurle à l'aide, tremblant de peur, l'insecte rugit de rage et se précipite rapidement dans sa direction. Mais Jin Quan analyse calmement son adversaire, notant que sa défense est très élevée et que son mouvement est lent, ce qu'il considère comme un type d'adversaire idéal pour lui. Il escalade habilement le mur, puis saute au-dessus de l'insecte, lançant une attaque rapide et surprenante, libérant sa technique appelée 3000 flux et portant un coup puissant et mortel à l'insecte, le coupant en deux. Après avoir éliminé le monstre, un message système apparaît le félicitant d'avoir tué le cristal ou l'insecte, qui est 15 niveaux au-dessus de lui avec une efficacité de 100%. En conséquence, son niveau monte immédiatement au niveau 6. Jin Quan se tient au-dessus du cadavre du monstre et se rend compte que les règles de ce monde sont très similaires aux règles des jeux vidéo. Plus la différence de niveau avec l'ennemi est grande, plus le taux d'obtention de butin et de récompense est élevé. Il atteint sa main dans le corps de l'insecte et en sort un morceau, trouvant un emblème d'équipement pour un cristal lourd ou une armure qui augmente la puissance d'attaque physique de 5% et a 10% de chance de réduire les dégâts de 20%. Jin Quan se rend compte que les monstres laissent effectivement tomber du butin et que cet emblème est destiné à l'équipement, pas à un changement de classe. Il essaie d'équiper l'emblème, mais le système l'informe que son niveau est insuffisant pour le porter, et il est surpris de constater qu'il existe des restrictions de niveau. Il décide de mettre la question de côté et de se concentrer d'abord sur l'exploration de la zone dans le but de survivre. En explorant, il remarque une grotte devant lui où un grand nombre d'yeux rouges brillants brillent dans l'obscurité. Un énorme essaim de cristaux ou d'insectes émerge de la grotte. Jin Quan les regarde avec un sourire confiant, les considérant comme des adversaires parfaits pour augmenter rapidement son niveau. Il se précipite vers eux avec un grand enthousiasme, les défiant de venir se battre contre lui de toute leur force. Il s'engage dans une bataille féroce et sanglante, éliminant un grand nombre d'entre eux les uns après les autres avec une compétence supérieure. Et des messages système continuent d'apparaître, annonçant ces tueries de monstres au-dessus de son niveau avec une efficacité de 100%. Après la bataille, son niveau atteint 10, et les conditions pour l'avancement de classe apparaissent devant lui, nécessitant un emblème d'épéiste, tuant 10 monstres de niveau 1 avec une efficacité de 100%, et tuant un seigneur monstre. Parmi le butin, il trouve un nouvel emblème de classe, le chevalier scarabée, une classe avec une défense et une capacité de survie élevée. Il commente que sa chance est bonne aujourd'hui et conclut que tant qu'il y aura des emblèmes pour l'équipement et les classes, il sera sûrement capable de trouver un emblème pour les épées également. Soudain, quelque chose d'étrange émerge du milieu des cadavres d'insectes. C'est un corps énorme qui tire des projectiles enflammés, le forçant à sauter rapidement pour les éviter. Un monstre massif apparaît, le roi des insectes de minerai de cristal, un monstre très puissant de niveau 25. Jin Quan se rend compte que le niveau de ce monstre est très élevé et qu'une confrontation directe serait difficile et dangereuse. Convaincu qu'un homme sage ne se bat pas lorsque les chances sont contre lui, il décide de fuir immédiatement sans hésitation. En fuyant, il aperçoit une meute de monstres ressemblant à des loups, et une idée astucieuse lui vient à l'esprit.
Il attire habilement le roi des insectes vers les loups. Le monstre attaque en dirigeant des projectiles enflammés vers Jinquan, mais il les esquive habilement, les faisant frapper les loups à la place, ce qui conduit à une bataille féroce et chaotique entre les deux parties. Jinquan observe de loin, satisfait de son succès à détourner l'attention des deux monstres l'un vers l'autre. Il décide de les laisser se battre jusqu'à ce qu'ils s'affaiblissent mutuellement, puis il aura l'opportunité de porter le coup de grâce. Les loups féroces parviennent à mordre férocement le roi des insectes, mais à la fin, le roi des insectes parvient à vaincre les loups en s'appuyant sur sa taille massive et son immense force. Cependant, les attaques continues des loups mènent à la rupture de sa défense blindée. Jinquan saisit cette occasion en or et se précipite vers le roi insecte en lui criant d'aller en enfer. Le monstre rugit de douleur intense avant qu'une explosion massive ne résulte de l'attaque concentrée de Jinquan. Après la bataille, un message système apparaît, annonçant qu'il a atteint le niveau 11 et que ses compétences exclusives ont été améliorées. Jinquan pense qu'un boss de niveau 2 est toujours difficile à tuer, et il doit augmenter son niveau plus rapidement. Il admet que sans l'utilisation du pouvoir de l'autre monstre, il aurait été au moins grièvement blessé. Il examine le butin qu'il a obtenu et trouve un emblème d'équipement pour une botte de niveau 2 appelée le sceau du scarabée et un bâton magique de niveau 2 appelé bâton de minerai de cristal. Il décide que ces emblèmes ne lui sont pas utiles pour le moment et les stocke pour plus tard. Soudain, il entend un bruit à proximité et sent la présence d'une autre personne dans la grotte. Il regarde dans la direction du son, se demandant ce qui s'est passé et qui pourrait être ici. Il entend une voix familière crier à quelqu'un de mourir et de ne pas s'approcher de lui. Jinquan reconnaît le propriétaire de la voix, constatant qu'il s'agit du jeune homme aux cheveux roux qu'il a rencontré au bar. Le jeune homme semble être complètement encerclé alors qu'il se rend compte qu'il est pris au piège entre deux boss monstres sans aucune chance de s'échapper. L'un de ces boss est le roi chauve-souris bleu suceur de sang de niveau 19. Le jeune homme décide qu'au lieu d'attendre la mort, il vaut mieux pour lui de mener une dernière bataille et de mourir avec honneur. Le jeune homme aux cheveux roux tire un coup de feu avec son arme dans une tentative désespérée, mais les chauves-souris l'attaquent avec une flamme brûlante dense, et il se rend compte avec désespoir que ses capacités sont complètement inutiles contre elle. Alors que les monstres l'assaillent de tous côtés, il crie qu'il ne peut accepter cette défaite humiliante, et un fort désir sauvage de survie le submerge. Soudain, quelque chose d'inattendu se produit qui disperse l'attaque des chauves-souris et les élimine tout en même temps, à sa grande stupéfaction. Jinquan apparaît devant lui après avoir éliminé les deux boss avec des frappes rapides. Le jeune homme, en état de choc, demande si c'est lui qui les a tués, ce à quoi Jinquan répond que cela ne vaut pas la peine d'être mentionné. Le jeune homme exprime sa profonde gratitude, lui assurant qu'il se souviendra de cette faveur et ne l'oubliera jamais, et l'homme aux cheveux roux propose de le faire sortir de cet endroit maudit. Alors qu'ils sont en train de sortir, l'homme aux cheveux roux remarque quelque chose devant eux dans l'obscurité. Un monstre massif apparaît soudainement, le roi chauve-souris bleu suceur de sang de niveau 20, et ils réalisent tous les deux le danger de la situation et que la bataille n'est pas encore terminée. Le roi chauve-souris lance une attaque sonore dévastatrice, et Jinquan crie pour avertir son compagnon. Jinquan réussit à le repousser juste à temps pour éviter l'attaque mortelle.